Bonjour à tous et bienvenue sur Juriste de demain. Nous allons donc voir la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Donc on va aller droit au but, pas d'introduction. Vous êtes, si vous m'écoutez a priori, en train de commencer votre L2 ou en train de réviser le CRFPA. Dans les deux cas, je vais vous accompagner de la formation du contrat avec cette première capsule sur la rencontre entre l'offre et l'acceptation jusqu'à la fin du contrat. Donc commençons par la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Donc là, on est au stade de la formation du contrat. Alors vous avez dû le voir en cours, je vous fais un bref récap. Il y a en droit des actes et des contrats. Je m'explique. Dans un cas pratique, il sera de votre devoir d'identifier si vous êtes en présence d'un acte unilatéral ou d'un contrat. Si vous êtes dans le cas d'un contrat, alors tout ce qu'on va apprendre dans ces podcasts en droit des obligations, a priori s'appliquera. Donc au préalable, je n'ai pas le temps de le voir ici, allez dans la playlist droit des obligations de la chaîne, il y a un podcast entier sur ce sujet. Il faut bien faire la différence entre l'acte unilatéral, qui est un acte juridique résultant de la volonté d'une seule personne, donc on a une seule personne, en l'occurrence, qui est la source de l'objet. Alors que dans le contrat, il s'agit d'un accord de volonté destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations. Donc, on a ici plus d'une seule personne qui est la source de l'obligation. D'ailleurs, pour le contrat, vous devez d'ores et déjà, même les L2, savoir à ce stade de l'année, donc début octobre, la définition du contrat que vous allez voir tout ce semestre, je vous donne la mienne, donc un accord de volonté destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations. Et surtout, vous devez ouvrir votre code civil à l'article 1101, car c'est celui qui correspond au contrat. Et je vous recommande vivement de travailler avec le code civil pour dès à présent vous habituer, car le jour J, le jour du partiel ou le jour de l'examen pour ceux qui passent le CRFPA, vous aurez votre code civil. Il faut vous familiariser. Donc là, pour ce cours, pour ce podcast, vous ouvrez votre code civil à l'article 1101, vu qu'on est dans la formation du contrat. Voilà, différenciez bien l'acte unilatéral du contrat. N'oubliez pas également qu'on a des contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux. Contrat synallagmatique, c'est un grand mot pour simplement dire que c'est un contrat qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties, tandis que le contrat unilatéral ne fait naître d'obligations qu'à la charge d'une seule partie. Si vous voulez des petits exemples pour des petites illustrations pour comprendre la différence, la reconnaissance d'un enfant versus l'achat d'un ordinateur portable. Selon vous, est-on face à des actes unilatéraux ou des contrats? Pour la reconnaissance d'un enfant, nous sommes face à un acte unilatéral, car c'est un acte juridique résultant de la volonté d'une seule personne, la définition que je vous ai donnée en amont. Et dans le cas de l'achat d'un portable, il s'agit d'une vente, donc d'un contrat synallagmatique qui fait naître des obligations réciproques à la charge des parties, soit le vendeur qui a l'obligation de livrer la chose, ici le portable, et l'acheteur qui a l'obligation de payer le prix. Alors, il y a différents types de contrats, contrats aléatoires, contrats commutatifs, contrats consensuels. Je vous renvoie à mon podcast, comme je vous l'ai dit, dans la playlist Droit des obligations, qui traite en détail des différents types de contrats. Ici, nous allons voir la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Donc là, vous tournez les pages et vous allez à l'article 1113 du Code civil.
avec ma façon de fonctionner, il faut vraiment travailler avec votre code civil. Donc, vous ouvrez à l'article 1113 du code civil. Je cite: le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Point, fin de citation. Cet article est à savoir par cœur. Donc, comme vous le voyez, cet article énonce que tout contrat, et quel que soit le type de contrat, quel que soit son degré de complexité, est formé par une offre qui est ensuite suivie d'une acceptation. Attention à l'ordre. Je vais donc suivre cet ordre dans ce podcast pour que vous puissiez bien comprendre, car comme je le répète souvent, il faut d'abord comprendre avant d'apprendre. Nous allons dans un premier temps voir l'offre du contrat, appelée également pollicitation. Donc retenez ces termes qui peuvent paraître barbares, comme ça vous pouvez les utiliser et les comprendre. Donc, première étape, nous allons voir l'offre, la pollicitation. Seconde étape, nous allons voir l'acceptation. C'est parti. Alors, vous faites 2 flèches, vous savez que j'aime bien fonctionner par schéma, visuellement, c'est toujours mieux pour apprendre. Une flèche à gauche, offre, entre parenthèses, pollicitation. Une flèche à droite, acceptation. Sous offre, pollicitation, vous faites 3 flèches qui vont correspondre aux 3 caractères de l'offre. Première flèche, précise. Deuxième flèche, ferme. Troisième flèche, extériorisée. Donc oui, l'offre doit être précise, ferme et extériorisée. Donc ce sont les 3 caractères de l'offre. Ces 3 caractères ne sont pas alternatifs, ils sont cumulatifs. Ce qui veut dire que il faut que les 3 caractères soient remplis pour que l'offre soit valable. Donc précise, ferme, extériorisée. Alors précise, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bien sûr, il faut comprendre. Ça veut dire que l'offre doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat. Donc là, lorsque je vous dis ça, il faut sortir un peu de la théorie. J'ai été à votre place, les étudiants en L2, il faut sortir de la théorie et se mettre dans la pratique. Vous voyez une offre sur le bon coin d'un ordinateur, voilà, avec une description. Cette description, selon la description que vous allez voir, vous allez acheter ou non cet ordinateur sur le bon coin. C'est ce qu'on appelle les éléments essentiels du futur contrat. Et donc, il faut qu'elle soit précise. Précise, c'est-à-dire contenir tous les éléments essentiels du futur contrat. Donc, au lieu d'apprendre bêtement ces caractères, vraiment projetez-vous dans la réalité. Quel type d'offre vous pourriez avoir, vous, en tant que consommateur, ou si vous êtes avocat pour les candidats au CRFPA, un client vient vous voir, il a accepté une offre. Que veut dire une offre précise? Une offre précise veut dire que l'offre contient tous les éléments essentiels du futur contrat. Donc, notez-le en dessous de la flèche, en dessous de l'élément précis. Ensuite, ferme. L'offre doit être ferme, c'est-à-dire que elle doit manifester, attention, la volonté non équivoque de s'engager. J'ai bien dit non équivoque. Et enfin, l'offre doit être extériorisée. Extériorisée, cela veut dire quoi? Et essayez de me devancer pour justement ne pas s'endormir sur le podcast. Cela veut dire que pour que l'offre ait une valeur juridique, elle ne doit pas rester dans le fort intérieur de l'individu qui offre de l'offrant, mais elle doit être extériorisée, c'est-à-dire portée à la connaissance d'au moins une personne. Extériorisée. Donc on a précise, qui contient tous les éléments essentiels du futur contrat, ferme, qui manifeste la volonté non équivoque de s'engager, et enfin extériorisée, donc qui est porté à la connaissance d'au moins une personne. Si ces 3 caractères sont remplis, l'offre est juridiquement valable. Toutefois, on va voir 2 situations où
il peut y avoir un problème et c'est souvent ces situations-là qu'on vous met le jour de l'examen, le jour du cas pratique, le jour du semi-partiel, le jour du partiel, le jour de l'examen pour les candidats au CRFPA. Le jour où vous êtes, entre guillemets, interrogé, contrôlé, on va vous mettre ces points qui posent problème. Ce sont la rétractation et la caducité de l'offre. Alors là, ce qu'il faut savoir, pareil, je vais droit au but, mais si vous voulez les détails, vous avez le podcast détaillé dans la playlist droit des obligations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de la rétractation, vous devez retenir que l'offre doit être maintenue pendant un délai minimum. Attention, ce délai, où est-ce qu'on le trouve ? Essayez de me devancer là aussi pour rester concentré. Ce délai est fixé par le contrat et ou à défaut, on parle de délai dit raisonnable. D'accord ? Donc, l'offre doit être maintenue pendant un délai minimum, soit fixé par le contrat, soit raisonnable, de telle sorte que, parce que le but c'est ça, c'est de telle sorte que l'offrant ne peut se rétracter pendant cette période. Donc là, vous le mettez en rouge, en gras et vous le soulignez. Ça, c'est pour la rétractation. Concernant la caducité, donc là, on parle du cas du décès du pollicitant. Je vous rappelle, le pollicitant, c'est l'offrant. Donc, si celui qui émet l'offre décède, que se passe-t-il ? Donc, la jurisprudence était incertaine et l'ordonnance du 10 février 2016, que vous devez connaître par ailleurs, a clairement pris parti en faveur de la caducité de l'offre dans l'hypothèse où le pollicitant décède. Donc, si dans votre cas pratique, vous avez une petite phrase qui énonce que le pollicitant décède suite à l'émission de son offre, tout de suite, vous devez faire le lien depuis la réforme de 2016, caducité de l'offre, si décès du pollicitant. Et il en va de même en cas d'incapacité de l'auteur de l'offre. Donc voilà pour la caducité en cas de décès du pollicitant. Donc vraiment, dès que vous voyez les faits du cas pratique, si vous voyez qu'il y a une rétractation ou un décès du pollicitant, une caducité, hop, vous pensez à ces deux cas qui peuvent, entre guillemets, poser problème. En dehors de ces deux cas, je vous rappelle, dans votre majeur, vous dites bien que l'offre doit présenter 3 caractères: précise, ferme et extériorisée. Vous l'expliquez avec vos mots pour montrer au correcteur que vous avez compris. Une offre doit être précise, c'est-à-dire que l'offre doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat, en l'espèce, monsieur X, donc l'offre est précise ou l'offre n'est pas précise. Vous faites des petits syllogismes à chaque fois. Ensuite, l'offre doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit manifester une volonté non équivoque. Le pollicitant doit manifester une volonté non équivoque de s'engager en l'espèce. Donc, à chaque fois, vous collez au fait du cas pratique et vous concluez donc l'offre est ferme ou ne l'est pas et vous continuez ainsi de suite pour ensuite conclure si l'offre, la pollicitation, est valable ou non juridiquement. Et bien sûr, comme dans toute majeure, vous n'oubliez pas de citer l'article 1113 du Code civil qui est le fondement. Alors, idem, pour les articles, il ne faut pas les réciter par cœur. Je le reprécise ici pour les étudiants en L2 qui commencent du coup le droit des obligations. Vous ne citez pas l'article 1113 tel quel. Vous l'expliquez. Vous expliquez que l'article 1113 énonce qu'un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Il ne faut pas citer et mettre les guillemets. Il faut l'expliquer avec vos propres mots. Et ensuite, comme on est dans l'offre ici, vous citez l'article 1114. Vous savez, l'article qui est en dessous dans le Code civil, là, prenez votre Code civil. Vous voyez, donc vous lisez en même temps que moi. L'offre faite à une personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement
invitation à entrer en négociation. Donc vous le citez également et ensuite vous expliquez les caractères que doit présenter une offre. Ensuite, pour la rétractation que nous avons vue ensemble, donc également continuez à lire votre code civil. Vous voyez que l'article 1115 et 1116 suivants traitent de la rétractation. Donc, idem, si vous avez dans le cas pratique un sujet sur la rétractation, d'abord vous citez le fondement, donc l'article du code civil, et ensuite vous l'expliquez avec vos propres mots. Et s'il y a une jurisprudence y afférente, vous la citez également. Ça, c'est pour l'offre. Ensuite, l'acceptation. Et vous voyez que vous avez également un article sur la caducité dont je vous ai parlé, qui est l'article 1116. Donc, si vous avez, comme je vous l'ai expliqué, le décès du policitant, de l'auteur de l'offre, vous citez là aussi d'abord le fondement du Code civil, donc l'article 1117 du Code civil. Vous l'expliquez avec vos propres mots. Et ensuite, vous l'appliquez au fait du cas pratique et vous concluez. Donc là, je le reprécise, ça peut paraître évident pour ceux qui passent le CRFPA. Là, je le reprécise pour ceux qui entrent tout juste en L2, donc depuis 1 mois seulement. Ensuite, je ne le repréciserai pas. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un podcast qui s'appelle « Méthodologie du cas pratique, le syllogisme juridique » où j'explique tout cela en détail. Comment faire vos majeurs, mineurs, conclusions. Donc ensuite, gardez votre code civil sous les yeux. Après l'article 1117 qui traite de la caducité de l'offre, vous avez l'article 1118 qui traite de quoi? Essayez de suivre. De l'acceptation. Donc vous voyez, l'acceptation vient après. La meilleure façon d'apprendre le droit des obligations, ici la formation du contrat, c'est de suivre le plan de votre code civil. Je vous conseille vivement d'ailleurs d'apprendre par cœur le plan du code civil. Vous le trouvez au départ et vous l'apprenez par cœur. Comme ça, vous aurez la trame du cours, vous aurez la logique. Parce que le droit des obligations fait souvent peur à vous, chers étudiants qui commencez en L2. Parce que soit il est mal appris, soit il est mal appréhendé, soit vous avez l'impression que vous êtes face à une montagne. Et je vais tout faire pour vous montrer que ce n'est pas une grande montagne ou alors qu'elle est facile à grimper. Vraiment, le code civil vous éclaire. Feuilletez-le plus souvent, il vous éclaire et il a un ordre logique avec le cours. Donc on a vu l'offre avec ses 3 caractères précis, ferme, extériorisé. Et les 2 cas qui peuvent entre guillemets poser problème, la rétractation de l'offre et la caducité de l'offre en cas de décès du policitant. Passons maintenant à l'acceptation. L'acceptation doit être certaine. Première flèche. Seconde flèche, elle doit être pure et simple. Pure et simple, vous le mettez ensemble. Certaine, première sous-flèche. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acceptation doit manifester la volonté non ambiguë de son auteur de conclure je fais exprès pour que vous soyez accrochés parce que sinon on s'endort, le contrat. Seconde sous-flèche à droite, elle doit être pure et simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéficiaire de l'offre accepte l'offre telle qu'elle lui a été faite. Donc, sans en modifier le contenu, confère article 1118 du Code civil que vous devez avoir sous les yeux, alinéa 1. À défaut, il s'agira de quoi? Si le contenu est modifié, d'une contre-proposition. Attention, ça peut tomber ça aussi le jour de l'examen ou du semi-partiel ou du partiel. S'il y a une contre-proposition, de quoi il s'agit? S'agit-il de la même offre? Il s'agit d'une nouvelle offre. Là aussi, confère article 1118 toujours, mais alinéa 3. Alinéa 3. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Fin de citation de l'alinéa 3 de l'article 1118 du Code civil. Vous avez compris? Donc, je récapitule pour l'acceptation express qui doit être bim, première flèche à gauche, certaine. Ça veut dire que l'acceptation express doit manifester la volonté non ambiguë de son auteur de conclure le contrat.
Flèche à droite, bim, elle doit être pure et simple. Donc, certaine, c'est le premier caractère. Pure et simple, c'est le second caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéficiaire de l'offre accepte cette offre telle qu'elle lui a été faite, sans en modifier le contenu. Le fondement que vous mettez dans la majeure ici, c'est l'article 1118, alinéa 1 du Code civil. Attention, s'il y a le cas d'une contre-proposition, donc d'une modification du contenu de l'offre. Dans ce cas-là, il s'agit d'une nouvelle offre. Attention à ce piège. Et là, le fondement, c'est l'article 1118, alinéa 3 du Code civil. Enfin, dernier point à savoir, quid du silence contractuel? Que vaut le silence contractuel? Acceptation ou non-acceptation? Si vous avez déjà fait le cours, vous pouvez répondre à la question normalement. Et vous avez le Code civil sous les yeux, il y a la réponse sous vos yeux. Donc, fondement article 1120 du Code civil, et c'est marqué sous vos yeux. Le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou des circonstances particulières. Fin de citation de l'article 1120 du Code civil, à connaître là aussi par cœur. Donc, vous l'aurez compris, le silence contractuel ne vaut pas acceptation. Donc, le jour du cas pratique, si dans les faits, c'est marqué que monsieur X a gardé le silence, ça ne veut pas dire qu'il a accepté l'offre. D'accord? Donc, je répète, parce que répéter, c'est enseigner. L'offre ou la sollicitation doit être 1. Précise, 2. Ferme, 3. Extériorisée. L'acceptation doit être 1. Certaine, 2. Pure et simple. Dans le prochain podcast, nous verrons la suite de la formation du contrat avec le cas des avant-contrats, donc des négociations contractuelles. Nous verrons donc la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique et le pacte de préférence. En attendant, je vous encourage à déjà bien maîtriser cette première partie du cours qui est essentielle également pour les candidats au CRFPA, parce que ça peut tomber au CRFPA, à connaître les fondements, donc à travailler avec votre code civil, à connaître les articles, en tout cas le numéro des articles par cœur, et à savoir les expliquer. Et je vous encourage vivement à connaître le plan du code civil sur la formation du contrat par cœur également. Si tout ça, vous le faites vraiment bien, le prochain podcast sur les avant-contrats, ça va aller très facilement, vous le verrez. Et ça sera comme ça à chaque étape. Bon courage et bon travail à tous. Je vous remercie.